Donc je m'appelle Isabelle Métainier, je suis psychologue et formatrice et auteure de plusieurs livres. Et j'ai mon cabinet à Bordeaux, rue des Remparts. Je donne des cours de yoga. Alors là, j'ai moins le temps d'en donner, mais j'anime aussi des sessions de méditation de pleine conscience. Et j'accueille des gens que j'accompagne en thérapie, mais d'une manière générale sur leur chemin de vie. En fait, moi, j'aime mieux dire ça. Voilà. Déjà, moi, j'avais une question préalable à vous poser. C'est qui, dans l'assistance, qui ne se met jamais en colère? Très sincèrement, on est entre nous. Ok. Ok. Alors moi, j'étais comme ça. Bon, j'étais gentille, je ne me mettais jamais en colère et je trouvais que c'était bien. C'était une valeur. Pas de colère, je suis toujours de bonne humeur. Et qui, au contraire, trouve qu'il ressent trop souvent de la colère. D'accord. Alors, une des questions, c'est de savoir, est-ce que la colère, c'est bien, c'est pas bien? Franchement, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais quand on écoute comme ça, il y a des gens qui disent, et des thérapeutes, qui disent c'est bien, il faut exprimer sa colère. Et puis d'autres qui disent, ah non, 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 va des rétro-satanas, il ne faut pas du tout exprimer de colère, il faut rester toujours calme selon toutes circonstances. Donc, bon, on va essayer pendant cette conférence de décortiquer, de trier le vrai du faux. Alors, je voulais d'abord, vous avez entendu parler de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle La colère. Et dans ce livre, il a écrit les choses suivantes. Il a dit, si un incendie ravage votre maison, la chose la plus urgente à faire est de tenter de l'éteindre. Et non pas de courir après celui que vous croyez être responsable de cet incendie. Si vous le pourchassez, les flammes réduisent votre maison en cendres et il ne serait pas sage d'agir ainsi. Vous devez absolument tout faire pour l'éteindre. De même, lorsque vous êtes en colère, en continuant à vous disputer avec l'autre personne, en cherchant à la punir, à vous venger, vous agissez exactement comme celui qui court après l'incendiaire pendant que sa maison est en train d'être dévorée par les flammes. Voilà. C'est intéressant. Ça veut dire que, en tout cas, c'est mon avis, que la colère, c'est bien de la ressentir, c'est bien de l'accueillir, on va voir ça. En général, on a plutôt tendance à vouloir la mettre de côté. C'est important de la sentir et effectivement de la calmer avant de faire quoi que ce soit. Parce que sinon, et je vais vous montrer, sinon, il y a des conséquences malheureuses. On a tous un jour piqué une colère et puis après on s'est dit, mon Dieu, j'ai dit des grosses bêtises, je regrette. Bon, mais le mal est fait et puis après on rame derrière pour réparer le truc. Donc, ça va être l'objet de cette conférence, c'est comment ça fonctionne la colère. Donc déjà, la colère, c'est une émotion. Et en tant qu'émotion, elle est respectable. Donc, qu'est-ce que la colère? Comment ça fonctionne, une émotion? À quoi ça correspond, etc. Et puis après, on verra comment ça fonctionne au niveau psychologique, au niveau physique, corporel, et au niveau digestif. Parce que, si vous voulez, on a un premier cerveau et on en a un deuxième. Et qu'en fait, tout ça, c'est connecté. D'ailleurs, en général, quand vous êtes énervé, vous dites « Ah non, mais lui, là, il me coupe l'appétit. Moi, je ne peux pas. » Donc, en fait, c'est intéressant. Maintenant, il y a les neurosciences qui nous enseignent beaucoup de choses sur l'influence de plein de zones du cerveau, sur plein d'autres zones du corps, en lien avec les pensées. Donc, on va regarder tout ça. Et bien sûr, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me dites.
Je ne sais pas combien de temps va durer la conférence. J'ai prévu à peu près 1 heure ou un peu plus, mais à chaque fois j'ai rajouté des choses, donc en fait je ne sais pas. Alors, donc je vous disais tout à l'heure, oui, j'avais commencé par mettre le titre, mais en fait on ne l'a pas vu encore, la colère, une émotion à explorer. Ça c'est le titre. Voilà, donc tout d'abord, la colère c'est une émotion. Et l'émotion, ça vient du latin emovere qui veut dire mouvement vers l'extérieur. Donc une émotion, ça a besoin de s'extérioriser et c'est un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et les émotions, très souvent, quand elles sont agréables, c'est bien. La joie, par exemple, c'est agréable. Donc on est content, on a envie de ressentir. On n'aime pas tellement ressentir la colère, quoique, on verra tout à l'heure les bonnes techniques pour ressasser. Vous voyez, quand on ressasse, et puis que la colère au début elle est toute petite, et puis qu'à la fin, 1 heure après, elle est comme ça, et puis 2 heures après, elle est comme ça. Quand même, c'est nous qui faisons ça. Et donc, voilà, il y a des émotions. Et la tristesse en général, on n'aime pas tellement, mais quoique. En fait, on a chacun des émotions qu'on affectionne tout particulièrement, mais on verra que ce ne sont pas les émotions saines. Il y a des émotions saines et des émotions toxiques. En tout cas, notre émotion, elle naît dans le corps, elle concerne le corps, puisqu'elle naît par rapport à une situation, par rapport à un déclencheur qui fait qu'on ressent une émotion. Donc c'est un signal corporel que l'on ressent. Alors on l'identifie plus ou moins rapidement, surtout, alors plus ou moins rapidement en fonction de ce qu'on nous a appris à ressentir, ça on verra après. Et donc elle naît dans le corps et il se passe beaucoup de choses au niveau du corps. Il y a des déclenchements hormonaux, il y a beaucoup de choses. Il y a la situation et en fait cette émotion, elle correspond toujours à un besoin. Il n'y a pas d'émotion sans besoin. Et je vous parlais tout à l'heure d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Les émotions désagréables, on a tendance à vouloir les mettre loin de nous pour pas qu'elles nous touchent. Et du coup, quand on fait ça, on n'est pas du tout en contact avec notre besoin. Donc ce qui est important, c'est de se dire qu'une émotion, elle est toujours liée à un besoin. Et nos besoins sont nos guides pour agir de manière juste. Donc quand on ressent de la colère, il se passe des choses dans le corps. Alors, on regardera tout à l'heure comment sentir ce qui se passe dans le corps. Et puis, quel est le besoin qui correspond? Et il y a toujours un comportement adaptatif qui correspond à l'émotion. C'est-à-dire qu'une émotion, elle n'arrive pas là pour nous embêter. Une émotion, elle arrive là pour nous montrer qu'il y a quelque chose dans l'environnement, dans la situation qui se passe et que nous, on doit avoir un comportement adaptatif par rapport à cette situation. Ça va, c'est clair? Alors, donc par exemple, la colère, quand vous êtes en colère, au niveau corporel, c'est quoi vos signaux? Vous avez une idée? Pour ceux qui la ressentent. Les cris, alors ça c'est le... D'accord, ça c'est... Alors, ceci dit, c'est vrai. Alors, on n'est pas forcé de crier, mais très souvent, en fait, il y a une hyperoxygénation, vous voyez, une respiration plus ample, ce qui fait qu'on crie. On dit, mais voilà, on a élevé là. Et puis l'autre nous dit, non, mais attends, te mets pas... Mais je ne suis pas du tout en colère. Vous voyez, mais on parle plus fort. Ouais, et c'est quoi d'autres signaux? Ouais, on est tendu. En fait, il y a une redistribution du sang vers le haut du corps. Donc, on devient rouge. Les mâchoires, comme ça. Vous voyez, c'est vrai. Hein, et les animaux, ils sont comme ça. Et puis, on dit, j'ai la main qui me démange. Vous voyez, on est comme ça. Donc, on est très mobilisé pour la lutte, en fait. Voilà. Ou pour autre chose. Mais en tout cas, on est mobilisé au niveau du corps. Et le besoin qui correspond à la colère,
c'est un besoin de changement, en tout cas, il y a un besoin de mouvement ou d'action. Quand vous êtes en colère, essayez de rester mou et immobile. C'est un peu difficile, c'est très difficile. Essayez de parler d'une voix douce, vous n'y arrivez pas. Et donc, encore une fois, c'est très important, c'est inutile de lutter contre sa colère, inutile de dire « je ne veux pas me mettre en colère », c'est l'inverse, vraiment, je vous le redirai plusieurs fois, accueillir sa colère. Il faut l'accueillir et lui faire de la place. Voilà, et vraiment la sentir pleinement. Mais très souvent, en fait, on la met de côté. Donc, qu'est-ce qui génère de la colère? Ce qui génère de la colère, en général, c'est quoi? Une injustice, oui. Frustration. Comment? Un besoin non satisfait. Alors ça, c'est sûr, mais ça ne génère pas toujours de la colère, un besoin non satisfait. Un besoin non satisfait, ça peut être autre chose. Mais il y a un sentiment d'agression aussi. Il peut y avoir, c'est ça, un sentiment d'agression, qu'on rentre dans notre territoire, que la personne va trop loin et nous bouscule alors qu'on ne l'avait pas invité. Effectivement. Donc, et puis il y a aussi la colère, on la ressent quand on a un objectif et qu'il y a un obstacle qui se présente à notre objectif. Par exemple, vous avez un entretien super important ou un rendez-vous galant, donc vous êtes bien, etc. Et puis, je ne sais pas, vous tombez, ou quelqu'un vous bouscule et vous tombez dans la boue sur le trottoir. Bon. Ou alors, vous êtes dans les embouteillages. Au bout d'un moment, vous allez pester, vous allez arriver à votre rendez-vous un peu boueux, ou alors vous allez arriver en retard à votre rendez-vous parce qu'il y a des embouteillages. Donc ça crée un obstacle, ça vous met en colère. Alors, que faire? Donc, il y a plein de situations dans la vie, plein de situations où on doit être en colère, vous êtes d'accord? Il y a toujours quelqu'un pour nous embêter. C'est toujours quelqu'un ou quelque chose pour nous empêcher de tourner en rond, de tourner rond. Alors, les émotions, il y a deux types d'émotions. Il y a ce qu'on appelle les émotions saines et puis les émotions toxiques. Les émotions saines, comme je vous ai dit tout de suite, ce sont des émotions qui nous montrent qu'il y a une nécessité de s'adapter à quelque chose qui se passe dans l'environnement et il faut agir. Là, on parle de la colère, mais on pourrait parler aussi de la peur. Si j'ai peur, c'est que j'ai perçu un danger et qu'à ce moment-là, mon corps se mobilise pour que je fuis ou que j'attaque, ou en tout cas que je réagisse par rapport à ça. Donc, les émotions, elles sont toujours le signal de quelque chose. Et donc, vous voyez bien que ne pas sentir ces émotions et ne pas sentir sa colère est dangereux. Parce que c'est comme si on coupait une pulsion de vie, une pulsion d'adaptation pour finalement réguler son activité dans l'environnement. Donc les émotions saines, ce sont les émotions qui effectivement nous donnent un signal qu'on identifie et auquel on répond normalement. Donc les émotions saines, elles sont appropriées, elles sont justes dans leur expression, elles sont ciblées et identifiées, on sait pourquoi on éprouve telle et telle émotion, et elles sont reconnaissables. C'est-à-dire, si je suis joyeuse, on va le voir. Si je suis en colère, on va le voir aussi. Si je suis triste, on va le voir aussi. Mais on va voir tout à l'heure, justement, enfin tout de suite même, que les émotions toxiques, c'est pas du tout comme ça. Les émotions toxiques, elles peuvent arriver masquées. Donc les émotions saines, elles sont utiles parce qu'elles nous aident à nous adapter de manière efficace à ce qui se passe. Donc on va voir tout ça, les choses sont naturelles chez l'enfant, les émotions sont naturelles. Il y a 4 émotions de base, il y a la peur, la joie, la colère, la tristesse. D'autres classifications rajoutent la surprise et le dégoût.
Et ça, ce sont des émotions universelles qui sont unanimement ressenties par tous les humains. Et aussi par certains, par les mammifères. Voilà, mais je vais rester aux humains. Par contre, en général, les mammifères, les animaux, ils restent là-dedans. Nous, on va aller là, avec l'éducation. Donc les émotions toxiques, ce sont des émotions inappropriées et inefficaces, disproportionnées. Vous voyez, par exemple, la personne qui va se mettre en colère et qui va tout casser, qui va tout péter partout, ça c'est disproportionné. Alors, elle peut être aussi disproportionnée dans l'autre sens. Vous voyez, il y a des gens qui disent je suis vraiment fâchée. Bon, ça c'est inefficace aussi. Bon, disproportionné. Elles peuvent être mal ciblées, mal identifiées. C'est-à-dire qu'il y a mon patron qui m'embête toute la journée. Et le soir, je vais me venger sur mon conjoint, mes enfants, mon chien. Ou en général, c'est la chaîne. Mon conjoint qui se mange sur les enfants, qui se mange sur le chien. Donc en fait, il y a comme ça une chaîne. Mais tout le monde en prend pour son grade. Mais vous voyez comment ça peut être déplacé. Ou alors les gens qui se mettent en colère, comme ça, contre les automobilistes, contre... Alors c'est la grève demain. Les gens sont très en colère. Mais c'est intéressant parce qu'on verra... Sans vouloir faire de la politique, dire qu'ils ont tort, ils ont raison, il y a aussi un discours qui est intéressant à écouter, qui par certains côtés, appartient un peu au disque rayé. Enfin bon, ça c'est mon avis, mais on pourra en reparler. Et puis, comme je vous disais, les émotions toxiques, elles arrivent parfois masquées, c'est-à-dire qu'il y a une émotion, mais par-dessus, on met un masque, ce qui fait qu'on ne la remarque pas. C'est ce qu'on appelle, on va le voir tout de suite, c'est ce qu'on appelle le racket. Donc dans tous les cas, les émotions, donc, elles correspondent à un besoin, et dans le cas de l'émotion saine, le besoin il est identifié et servi, puisqu'on a un comportement adaptatif, et dans l'autre cas, dans le cadre des émotions toxiques, le besoin n'est pas du tout honoré. Ce qui fait qu'en fait, les personnes qui se mettent beaucoup en colère, qui piquent des colères tout le temps, restent en colère parce qu'elles ne sont pas du tout en adéquation et en phase avec leurs besoins. Ça va ? Alors, moi je suis analyste transactionnelle, j'ai beaucoup étudié l'analyse transactionnelle et donc c'est un peu ma grille de référence. Donc je vais vous parler de la classification de Eric Berne, qui était un psychiatre américain qui a créé cette théorie et cette méthode de psychothérapie qui est vraiment intéressante, qui est beaucoup reprise d'ailleurs. Et donc lui, il dit que on est dans une famille et que c'est cette famille, alors il n'y a pas que lui qui le dit, d'autres, mais c'était quand même un des premiers, et que c'est dans cette famille que l'on va apprendre comment gérer telle et telle émotion. Dans la famille X, quand on est en colère, on rigole. Ah oui, t'as vu, je sais pas, tiens, j'ai été rétrogradée. J'ai les boules. Mais c'est pas grave. Ah tiens, j'ai attendu 2 heures mon train qui n'est pas venu. Super, top. Voilà, donc ça c'est un beau racket. Il y a des gens comme ça, ils sont toujours contents. On dit ils sont de vachement bonne compagnie. C'est un petit peu énervant, vous voyez, ils ont un sourire un peu élastique comme ça, un peu précis comme ça. Ils sont contents. C'est-à-dire, ils sont tristes, ils sont contents. Ils sont en colère, ils sont contents. Ils ont peur, ils sont contents. Alors, il y a aussi un comportement qu'on appelle le rire du pendu. C'est-à-dire, je vis quelque chose de dramatique. Je dis, vous savez, là, je me suis fait racketter. On m'a volé mon sac. Et là, vous avez envie de dire, mais je sais pas, pourquoi tu rigoles ? Hop, c'est une façon d'annuler
vous voyez l'effet, et de minimiser, de dire c'est pas grave. Donc, dans certaines familles, on apprend le racket, on apprend à rigoler alors que c'est grave. C'est le racket de l'émotion, ça ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la joie, par exemple, là dans mon exemple, l'émotion de joie est une émotion racket. Elle a piqué la colère, elle a pris le dessus, et en fait, c'est ça qu'on montre. Mais il peut y avoir n'importe quoi. Vous voyez, je peux montrer aussi un masque de tristesse, tout le temps. Quel que soit... Moi, j'avais une ancienne belle-mère, qui... Pardon, elle disait, parce qu'elle était adorable par ailleurs, mais quand elle parlait, elle était comme ça. Je vous assure, à chaque fois, je me disais, mais elle va pleurer. Je disais, oui, j'ai préparé le repas. Je suis sûre, c'est vrai. Donc, je vous assure qu'au début, je retenais un peu ma respiration. Je disais, j'étais là après à la soutenir, et puis finalement, non, elle ne pleurait pas. Elle était juste un peu comme ça. Bon, c'est un peu un racket. On peut avoir des rackets comme ça de n'importe quoi. Faire semblant, avoir un racket, ça veut dire faire semblant d'éprouver quelque chose que l'on n'éprouve pas. Mais, en général, c'est inconscient, on n'en a pas conscience. C'est-à-dire que, quand moi j'étais plus jeune, je vous disais, je n'étais jamais en colère. J'étais gentille. Parce que quand j'étais enfant, déjà nous on est une famille de gentils, on est gentils. Et puis, c'est vrai, on est gentils. Et puis, quand je me mettais en colère, mon papa me disait, ben, c'est pas beau hein, pour une petite fille d'être en colère. Oh, que c'est pas beau. Ah bon? Ah ben non, alors je me disais, ah ben peut-être qu'il m'aime plus, alors ma mère, elle c'était pareil, alors j'étais là, bon, en tant que petite fille, bon. Par contre, quand je pleurais, ou quand j'étais un peu malade, oh ma chérie, viens dans mes bras, que je te fasse des câlins. Donc, il n'y a pas que moi, hein, je parle en général, pour les filles, c'est comme ça. La petite fille, ben, dès que ça ne va pas, dès qu'elle a un inconfort en lien avec la colère, hop, elle rentre dans la plainte, elle geint. Oh, je ne suis pas très bien. Ou vous avez vu des fois des enfants qui sont petits. Oh, mais c'est pas juste, moi je suis pas contente. Puis ils pleurent. En fait, c'est un peu mélangé, vous voyez. Donc, on apprend aux enfants à être dans la raquette en fonction de la réaction. Si on dit à une enfant, ce n'est pas bien d'être en colère, la petite fille va arrêter d'être en colère. En général, les garçons, on leur dit l'inverse. On leur dit, bah, tu vas pas pleurer, toi. Bah, tu n'es pas une fille, toi. Donc le petit garçon, il dit, ouais, d'accord, je dois être fort. Même pas mal. Donc, moi, j'ai des personnes, je reçois des gens, une fois, personne m'a dit, je sais plus comment il avait commencé le rendez-vous, mais très vite, je lui ai fait de l'EFT. Vous savez, de l'EFT, c'est des tapotements comme ça. Et il a eu une grande vague émotionnelle, il s'est mis à pleurer. Et il était hyper gêné, il m'a dit, oh, il était tout gêné, il avait 35 ans à peu près, et il me dit, écoutez, j'ai 35 ans, ça doit faire 30 ans que j'ai pas pleuré, quoi. La dernière fois que j'ai pleuré, j'avais 6 ans. Ah bah, je lui ai dit, vous en avez à... Voilà, c'est important, c'est super ce qui se passe. Bon, il est parvenu, à mon avis, ça a dû... il m'a dit, c'est un peu surprenant. En fait, l'EFT, c'est très efficace. Mais bon, voilà, vous voyez. Donc, dans les familles, on apprend comment être en colère, bien, quoi. Comment on apprend à être conforme au reste de la famille. Parce qu'un enfant, il a un besoin, c'est d'avoir de l'amour et de la sécurité. Donc s'il a ça, s'il a un cadre, de la bienveillance, en fait c'est ça. Donc quand il sent qu'il est complètement différent de son cadre familial, il va se mettre dans le moule et il va s'adapter. Donc ça c'est les raquettes. Donc vous voyez bien que, je vous ai dit tout à l'heure, que l'émotion, elle correspond à un besoin. Par exemple, si je suis en colère, c'est que par exemple je suis en train de vivre une injustice et que j'ai envie que la justice soit levée et que la situation change. Mais si je pleure,
Ou si je montre de la joie. La joie, le besoin, c'est que ça dure. Et le besoin, c'est de partager. Le comportement, c'est je partage. Vous voyez, quand on a de la joie, en général, pour que la joie dure, on la partage. Si on ne la partage pas, elle retombe. Donc imaginez que je ressente de la colère, je monte de la joie. Vous voyez, au niveau de mes besoins, je suis complètement à côté de la plaque. Donc je ne suis plus du tout en phase avec mes besoins, je ne me respecte plus, je ne suis plus en contact avec moi-même. C'est comme si j'étais vraiment hors de moi-même, ou que je mettais un masque, vous voyez, quelque chose, et puis que moi, je m'ignore. Parce que j'ai, dans l'enfance, voulu me suradapter à mon environnement au détriment de qui je suis. Donc, c'est tout un réapprentissage pour identifier ses besoins, identifier ce qui se passe dans mon corps, identifier que j'ai le droit d'exprimer l'émotion que je ressens et de le faire. Et de le faire sans attendre que la coupe déborde. Donc ça, c'est les timbres. Les timbres, Eric Berne appelait les timbres parce qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait, vous savez, quand vous alliez prendre de l'essence dans les stations-service, on vous collait des timbres. Aujourd'hui, on parle de carte de fidélité, vous voyez, hop. Puis au bout d'un certain nombre de timbres, vous aviez des cadeaux. Alors, vous avez des petits cadeaux, des gros cadeaux en fonction des... Oui, ceux qui ont plus de... Enfin, ceux qui sont dans les années 60, comme moi, ils identifient les autres. Voilà, nous sommes dépassés. Et donc, voilà. Et donc, quand on colle des timbres, Eric Berne disait, quelqu'un nous fait une petite remarque, je note. Une autre remarque, je note. Je dis rien. Mon heure viendra. Mon heure de justice, où je ferai justice, viendra. Moi, j'ai entendu des gens dire, quand je partirai de l'entreprise, je vais tout leur balancer. Je les revoyais après, je dis alors, vous avez tout balancé? Non. Ben, je dis alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre colère? Bon, c'est pas grave, voilà. Et c'est beaucoup ça qu'on fait avec notre colère, quand on ne dit pas les choses. Alors, on a l'impression qu'elle est... D'ailleurs, on ne sait pas où elle est. Moi, je vous garantis qu'elle est toujours là. Elle est toujours à l'intérieur. Et puis, vous voyez, après, ça fait des mots au foie, des mots... Enfin, bon, on verra. En tout cas, les timbres, à force de je note, je note, je note, je suis gentil, je note, je suis gentil, je note, donc je ne dis rien, je suis très gentille. Mais un jour, je m'écroule. Je fais une bonne dépression. Voilà. Ou alors, je pète un câble, je casse tout. Hier, je zappais à ma télé et je vois, je reste quelques secondes interloquée parce que je vois un adolescent, j'entends juste ces mots, le beau-père qui ferme ses volets, qui met l'adolescent dehors et l'adolescent, il revient avec une barre de fer, ouah, il tape sur les volets. Ils ont appelé la police, etc. Mais j'étais absolument scotchée, stupéfiée. La police vient et met les menottes au jeune, et le jeune qui hurle, qui dit à son beau-père, tu vois, c'est toujours moi qui suis accusé. Et je me dis, mon Dieu, quelle injustice. Ça m'a fait mal au cœur, j'ai zappé, là, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à la conférence, mais je me dis, ouais, il y a tellement d'expressions de colère qui sont étouffées, et ça fait monter la sauce, quoi. Et au bout d'un moment, les gens deviennent violents à force de ne pas être écoutés et de ne pas s'écouter eux-mêmes. Donc ça, c'est la carte de fidélité, les timbres. C'est-à-dire que Berne disait, j'accumule, et à la fin, je peux me payer une belle colère. Bon, j'ai eu le droit quand même, après tout ce qu'on m'a fait. Hein, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase. J'ai bien le droit. Donc ça veut dire que tous les timbres avant, on ne se donne pas le droit. Mais c'est dommage. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre que la coupe déborde pour se mettre en colère. Vous pouvez avoir une toute petite graine de colère. Mais ça vous met la puce à l'oreille. Vous vous dites, tiens, il y a un truc qui ne va pas là dans cette situation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, vous vous interrogez. Et puis peut-être que quelques temps après, ça vous permet de dire à la personne, tu sais ce qui s'est passé l'autre fois? Eh bien, en fait, j'ai réfléchi, je ne suis pas tellement d'accord avec la façon dont ça s'est passé et je voudrais t'en reparler. Vous voyez, là, il n'y a pas de violence, hein. Mais simplement,
J'ai écouté ma petite graine, j'ai pas attendu que ça monte, en disant ouais, de toute façon vous êtes tous des cons. Enfin, vous voyez, ce qui ne sert à rien et qui ne fait que couper les liens. Et puis, ça va pour les timbres, c'est clair là, je pense. Et puis il y a les élastiques. Donc les élastiques, Bernd disait, c'est une émotion. Alors c'est souvent lié à un trauma plus ou moins important, mais c'est une émotion qui a été... en fait, c'est une émotion que vous vivez là maintenant, une situation, et ça vous remet dans une situation antérieure, ancienne, comme si vous y étiez. C'est-à-dire que l'intensité émotionnelle que vous vivez là maintenant, elle est disproportionnée parce qu'elle est complètement en lien avec la situation ancienne que vous revivez. Et donc, vous vivez intensément une situation, et la personne qui est en face de vous va vous dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est anodin, là. Qu'est-ce qui se passe que ça te mette dans tous ces états, dans tous tes états ?» Donc voilà, ça, ce sont les émotions toxiques. Ce sont des émotions parasites. Ce sont des émotions qui nous font du mal, parce qu'elles ne sont pas gérées. Et très souvent, moi j'entends être en colère, mon besoin c'est de crier. Or, peut-être, mais ce n'est pas obligatoire. On n'a pas besoin toujours de crier, d'attendre d'être à un niveau, vous voyez, on peut crier. La colère, moi je trouve, alors en termes d'énergie, c'est la joie qui donne le plus d'énergie. Juste après, c'est la colère. La colère, elle nous donne beaucoup d'énergie. La colère, c'est le feu. Hein. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant d'utiliser cette énergie qui est présente, qui est là à disposition pour pouvoir agir et avoir un comportement approprié. Ça va ? Alors, comment on fait pour... vous voyez, parfois, enfin ça m'est arrivé comme tout le monde, ça nous arrive à tous. Je commence, je sais pas, un après-midi, je suis bof, puis je sais pas, je me mets à penser à un truc, un peu à mon insu, vous voyez. Je dis, ah ouais, ah oui, il y avait ça, ah ouais, ils ont fait ça sans moi, hein. Ah ouais, non mais... Une heure après, je suis furax. Je dis, de toute façon, jamais, plus jamais, je ne les inviterai. Et il ne s'est rien passé. Je veux dire, moi, je suis restée sur mon fauteuil toute seule, juste à réfléchir. Donc, méthode infaillible pour ressasser. C'est ma méthode, je vous la partage. Mais c'est aussi, en analyse transactionnelle, on appelle ça le circuit du sentiment parasite. Il y a une situation. Cette situation, par exemple, je ne sais pas, je suis invitée dans une soirée et j'y vais. Je connais personne, mais j'y vais. Croyance sur moi. Moi, de toute façon, personne ne me regarde. Croyance sur les autres. De toute façon, ils s'en foutent de moi. Croyance sur le monde. De toute façon, tout le monde se fout de tout le monde. Et, on ne sait pas pourquoi je vais à la soirée, mais enfin, je me dis, bon, j'y vais. Comment ? Je vais plutôt aller me suicider. Ça fait ça. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une croyance négative. Bon. Donc, puis je me dis, de toute façon, je suis trop timide pour aller vers les gens. C'est toujours la croyance. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais pour me donner une contenance ? Je vais au buffet, tiens. Je vais au buffet, je rase les murs et puis je me mets à manger, donc ça m'apaise. Ça m'apaise, je bois, ça m'apaise. Et puis, je commence à regarder les autres qui s'amusent. Et puis, je commence à avoir des manifestations corporelles. J'ai le cœur qui bat, je transpire. Je me dis, ah oui, il y en a un qui me regarde là, oh là, on regarde de travers. Oh, ils doivent parler de moi là. Vous voyez ? Et donc, en fait, je ressasse ça. Et puis, j'ai des souvenirs renforçants, mais de toute façon, c'était déjà comme ça. Quand j'étais jeune, j'allais dans les soirées, personne ne m'invitait à danser. Ça continue, quoi. Et ça sera toujours comme ça, je le sais. Allez, tiens, je remange encore un coup.
Et puis à la fin, je pars de la soirée, je dis, bon, de toute façon, je m'ennuie. Hein. Personne n'est intéressant. Mais j'en suis sûre, j'en suis persuadée. Et du coup, je repars en me disant, décidément, je ne m'intègre pas, les gens ne sont pas sympas, etc. Il ne se passe rien dans ma vie, ou que sais-je. Voilà. Et puis après, ça me fait une situation à ressasser. Et puis je peux m'alimenter comme ça. Et je peux m'alimenter longtemps. Donc, alors, pour changer cette représentation, ce qui est important, c'est de changer ses croyances sur soi, donc c'est d'expérimenter d'autres choses, mais c'est aussi, quand on ressasse, on choisit ses pensées. De toute façon, d'une manière générale, on choisit ses pensées. Mais on n'a pas toujours conscience de nos pensées. Et donc, c'est pour ça que je pratique la méditation de pleine conscience et je donne des sittings, enfin des soirées où en fait, à force de méditer, c'est-à-dire d'être en contact avec son corps, être présent à soi-même, petit à petit, on voit qu'on pense. Et on revient, parce que très souvent l'esprit, vous voyez, l'attention s'en va, et hop, on revient. Et à force de pratiquer, on se rend compte que les pensées, elles arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à force de pratique, parfois on voit qu'on a des pensées, parfois pas sympas, ou vous voyez. Et donc ça aide, parce que quand on se voit ressasser, au bout d'un moment, on peut se dire « Ah, tiens, là je suis en train de ressasser, là, hop, j'arrête, je me recentre et je fais autrement. » C'est-à-dire qu'on choisit de faire autre chose que ce qu'on fait tout le temps. Et en fait, les scientifiques disent que ça crée des nouveaux sillons neuronaux au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'on a des espèces de routines de pensée dont on n'a pas forcément conscience et que, à force d'identifier le fait qu'on pense, on se recentre et en fait ça crée d'autres sillons et après on n'a plus ces pensées automatiques. Ça va, c'est clair ? Donc, pour éviter de ressasser, la méditation de pleine conscience, c'est une bonne idée, mais d'une manière générale, la conscience de ce qui se passe maintenant, c'est important et intéressant. Alors, maintenant, je voulais vous... Donc ça, c'était au niveau psychologique, vous voyez, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions. Et donc, je voulais vous parler aussi de ce qui se passe au niveau du corps, et déjà du cerveau. Alors, on a 3 cerveaux, en tout cas 3 couches dans le cerveau, peut-être que vous le savez déjà. Il y a cette première partie-là qui est le tronc cérébral, qui est en lien avec les réflexes de survie, etc. Ici, il y a le deuxième cerveau qui est le système limbique, le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, où il y a une petite glande qui est grosse comme une amande, qui s'appelle l'amygdale. Alors rien à voir avec... je le précise, rien à voir avec les amygdales, mais ça s'écrit pareil. Oui, bon, ça n'écrit pas. Donc ça, c'est l'amygdale, ça s'écrit amygdale. Et puis, ici, il y a le cortex cérébral, donc c'est notre matière grise avec hémisphère droit, hémisphère gauche. Et les scientifiques ont identifié une zone, c'est assez récent, ils ont identifié une zone très importante qui est celle-là, qui est le cortex préfrontal ici. C'est ce qui nous différencie des grands singes. En fait, chez nous, chez l'homme, cette partie est beaucoup plus développée. Et c'est très intéressant, vous allez voir. Parce que dans le cortex préfrontal, il y a 2 parties. Il y a le COF, alors je suis désolée, c'est un petit peu technique, mais vous allez voir. C'est le cortex orbitofrontal, c'est là.
c'est surtout de celui-là dont on va parler. Et puis, ça, c'est le cortex singulaire antérieur. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, retenir ce préfrontal. Parce qu'il est en connexion avec l'amygdale, surtout le COF. Alors, comment ça marche? Alors, je reprends mes petites notes pour être sûre de ne rien oublier. Alors, l'amygdale, elle est en lien direct. En fait, c'est la petite glande de la peur, mais d'une manière générale, des émotions, vous voyez, de survie. Donc, peur, mais aussi colère. C'est une glande qui est très importante, qui est directement reliée au surrénal et qui va générer de l'adrénaline. Donc quand l'amygdale est stimulée, notre corps génère de l'adrénaline. L'adrénaline, ça nous aide à nous mobiliser dans l'action. C'est ça qui fait qu'on va avoir le sang dans le visage, dans les poings. Vous voyez, il y a une redistribution du sang dans le corps. Ça, c'est bien l'adrénaline. On en a tous besoin et on aime bien parfois ça. Mais quand le corps sécrète trop d'adrénaline, au bout d'un moment, vous voyez, ça demande un effort au corps. Donc il y a une autre hormone qui arrive, qui est le cortisol, qui aide le corps à tenir. Vous voyez, parce qu'il faut de l'énergie pour générer. Vous voyez, si vous êtes tout le temps au taquet, il faut beaucoup d'énergie. Et le cortisol, c'est un poison pour le corps. Ça acidifie le corps. Ça rend le corps à force, ça détruit les défenses immunitaires et quand on produit trop de cortisol, au bout d'un moment, on tombe malade. Donc, ce que je veux dire, c'est que les émotions et la gestion des émotions, elle est liée aussi à la santé et au fait d'avoir de la vitalité et d'être en capacité d'être en forme, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je suis tout le temps à tirer sur mon organisme, au bout d'un moment, je suis fatiguée. C'est ce qui se passe beaucoup dans les entreprises en ce moment, où les gens sont sursollicités et où, même quand ils sont épuisés, ils disent « Non, je vais encore tenir, je vais encore tenir ». C'est terrible. Moi, j'en connais qui ont plein des ulcères, des affections. « Non, je vais tenir, je vais tenir ». Une personne qui dormait 3 heures par nuit, pendant des mois, moi je ne savais même pas que c'était possible. Et elle m'a dit, alors bien sûr un jour elle s'est écroulée, pendant 18 mois elle n'a pas pu se lever, burn-out terrible. Et elle a mis des années avant de s'en remettre. En tout cas, elle disait, moi, pendant toute cette période, je me disais, je suis une surfemme, j'ai même plus besoin de dormir. Non mais vous voyez le truc, c'est dingue. Donc ce qui est important, c'est de savoir tout ça. Et de se dire, personne n'est surhomme, personne n'est surfemme. Si je suis trop en colère, c'est pas bon. Si je suis trop triste, c'est pas bon. Alors bien sûr, ça je vous donne la théorie. Après, bien sûr, il y a les histoires, comment faire, comment me comprendre, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est important aussi. Donc, l'amygdale sécrète de l'adrénaline. Active les surrénales, sécrète de l'adrénaline, et l'adrénaline, elle stimule le nerf vague. Donc on va voir tout à l'heure ce que c'est que le nerf vague, c'est le plus long nerf, il est très important, et on le découvre lui aussi de plus en plus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a beaucoup d'émotions ici, quand l'amygdale est activée, il y a une coupure avec le cortex préfrontal. Alors, le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui aide à prendre du recul, à raisonner et à donner du sens à ses émotions, à ce qui arrive. Quand on est trop activé ici, c'est coupé. C'est-à-dire que essayer de dire quelque chose de sensé alors que vous êtes hyper en colère, vous n'y arrivez pas. Vous dites n'importe quoi. Et pareil, au niveau de la peur, quand vous avez peur, vous parlez comme ça, vous ne savez plus parler. Il y a véritablement un circuit qui se coupe. Et ça, c'est important parce que si on continue quand même à vouloir communiquer alors qu'on est en colère, on dit des bêtises. On dit à l'autre...
« Mais t'es débile, de toute façon, pourquoi t'ai-je épousé ?» Un jour, ça je m'en souviens, j'étais avec mon ami, toujours qui avait sa mère qui parlait un peu comme ça, et on faisait du tennis ensemble. Moi, je ne savais pas jouer au tennis. Donc lui, il jouait très bien au tennis. Donc il était gentil, il m'apprenait à jouer au tennis. Mais je n'y arrivais pas, parce qu'à chaque fois, je me concentrais à fond, et à chaque fois, je ratais la balle, en fait. La balle, elle allait là, moi, je tapais là. Et donc, à force, ça m'a énervée. Et à la fin, j'ai jeté ma raquette, et j'ai dit « Ouais, de toute façon, tu m'expliques mal, les vacances sont pourries, de toute façon, jamais j'aurais dû partir en vacances. » Et il me regarde, il me dit « Ah, les vacances sont pourries, très bien !» Et là, c'est parti en vrille. Et je me suis dit, mon Dieu, quand il a commencé, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit là ? Ma colère allait retomber. Bon, finalement, on est toujours amis, vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc en fait, c'est très important de ne pas vouloir communiquer pendant qu'on est en colère. Donc c'est vivre sa colère de l'intérieur dans le corps, attendre qu'elle s'apaise. Et quand elle est apaisée, à ce moment-là, on peut communiquer parce que les circuits sont de nouveau connectés. Donc, bon, voilà, c'est important. Donc le cortex préfrontal, je vais quand même en parler beaucoup. Donc il est très impliqué dans le contrôle de nos réactions émotionnelles. Donc on le sait maintenant. Et c'est très important de savoir dans l'éducation que cette partie-là du cerveau, elle commence à émerger à l'âge de 5 ans. Avant, le petit enfant, il ne peut pas réguler ses émotions. Un petit enfant, il est extrêmement sensible au stress. Il est extrêmement fragile. Et il ne sait pas gérer son stress. Tout ce qu'il veut, il veut donner une explication et il essaye, un peu comme il peut, de trouver sa réponse adaptative. Donc, ce cortex préfrontal nous aide à réfléchir, à prendre du recul. Et l'enfant l'apprend, d'une part, parce que il grandit, et puis s'il est entouré d'adultes qui lui expliquent, qui lui montrent, et puis qui lui parlent d'une manière bienveillante et contenante, il va se calmer et il va développer son cortex préfrontal. Idem, si un petit enfant voit des adultes en train de gérer la colère d'un autre enfant, etc., il regarde et il développe son cortex préfrontal. Alors, il faut savoir que le cortex préfrontal, il est mature entre l'âge vers 25 ans. Il est mature vers 25 ans. Ça veut dire qu'avant 25 ans, alors après ça dépend des personnes, disons entre 20 et 30 ans, 20 pour les filles et 30 pour les... Non, je rigole. Donc, en tout cas, c'est une partie du cerveau qui est mature, vous voyez, tard. Et donc ça explique aussi que les adolescents, ils ne gèrent pas toujours bien leurs émotions, les enfants, et surtout les petits-enfants. Vous savez que les cas de maltraitance, ils sont plus élevés quand l'enfant a moins de 5 ans, et même moins de 3 ans, parce qu'il y a beaucoup de cris qui insupportent les parents. On peut le comprendre, c'est insupportable. Surtout si les parents n'ont pas un cortex préfrontal développé. Et pourquoi on n'a pas un cortex préfrontal développé ? Parce que soi-même dans l'enfance, on a subi des violences, parce qu'on ne nous a jamais expliqué le sens de nos actions, et que ça c'est très important, d'expliquer à un enfant le sens de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de discuter en fait avec lui. Et donc, si vous imaginez par exemple une petite fille de 4 ans qui joue, elle est en train de jouer. Et sa mère a préparé le repas. Et d'un seul coup, ça y est, le repas est prêt. Mais la mère, ça fait déjà un certain temps qu'elle sait que son repas va être prêt à telle heure. Mais elle n'a pas prévenu sa petite fille. Et d'un seul coup, elle lui dit « Allez, c'est l'heure, tu arrêtes et puis tu viens manger. » La petite fille, elle ne réagit pas. Et puis la mère va la rappeler. Et puis au bout d'un moment, la mère va s'énerver. Va lui dire « Non mais enfin, c'est bon, tu es insupportable, tu viens. » Et elle va lui arracher son jouet, etc. Et ça va être des cris « Mais pourquoi tu n'obéis pas ?» etc., etc.
Il y a une autre façon de faire qui est vraiment, écoute, on peut prévenir, écoute, voilà, quand l'aiguille sera là, tu iras manger, voilà, dans 5 minutes. Enfin, vous voyez, on peut discuter et parler et contenir sans forcément réveiller des émotions fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important d'expliquer et de contenir aussi avec la parole et les paroles et le ton aussi, le ton de la voix qui est... voilà, on n'a pas besoin forcément de crier tout le temps. Donc, après, donc le COF, le cortex orbitofrontal, il est encore un petit peu plus spécialisé. Et donc, c'est lui qui est responsable aussi de l'empathie, des réactions, de nos décisions, de l'empathie, etc. Et quand le COF est lésé, en général, les individus ont des vies chaotiques, ils ont du mal à choisir un travail, ils ont du mal à choisir un conjoint, ils ont du mal à se réguler, en fait, ils sont pas très vivables. Les punitions corporelles altèrent le COF. Les punitions corporelles, les mauvais traitements psychologiques altèrent le COF. C'est pour ça, en préparant cette conférence, je me disais, les gens qui n'ont jamais eu de compassion, qui n'ont jamais eu de regard bienveillant sur eux, qui n'ont jamais eu d'explications, qui ont géré des non-dits, des secrets, sont des gens qui peuvent... à force effectivement devenir violents, se retrouver en prison et ne pas savoir exactement ce qu'on leur reproche. Et ils n'ont pas accès au sens. Et il y a plein de traumas qu'ils n'ont pas dépassés. Et je pense que là, au lieu d'envoyer les gens en prison, ça serait quand même plus intéressant de travailler, les faire travailler sur leurs traumas, de donner du sens et puis de leur apprendre... alors après, voilà, les mafieux, etc. Bon, après, il y a différentes catégories, mais vous voyez les jeunes aussi qu'on envoie comme ça dans des cellules avec beaucoup de violence, beaucoup de mots terribles, ça détruit encore plus le COF. Donc du coup forcément, quand ils sortent de prison, ils sont encore plus mal. Moi je trouve que c'est un peu absurde. Enfin bon, c'est mon avis, je ne suis pas ministre de la Justice. Et donc il y a Daniel Siegel, qui est un psychiatre américain, qui donnait un exemple pour développer le COF. Il disait, voilà, il y a 3 attitudes. Il y a un petit enfant qui a 14 mois. Donc imaginez, vous avez un petit enfant qui a 14 mois, il se promène avec ses parents et il veut grimper à un endroit. Première réaction des parents, les parents disent, tiens, je vois que tu as envie de grimper. Écoute, voilà, tu vas pas grimper là, mais j'ai bien vu, tiens, tu vois là-bas, là tu vas grimper, et puis ils sont avec lui, ils l'aident à grimper, etc. Donc là tout va bien. L'enfant il enregistre que là il n'a pas le droit de grimper, mais que ses parents entendent son besoin et que c'est possible un peu plus tard. Donc il apprend à différer, il apprend à faire confiance, etc. La deuxième situation que décrit Siegel, c'est les parents ne font pas attention à l'enfant, donc il marche, et puis l'enfant il se débrouille un peu tout seul, hein, il a envie de grimper, donc il grimpe. Mais les parents ne font pas attention et au bout d'un moment, l'enfant tombe et puis les parents s'énervent. Ils disent « Ah, mais tu fais n'importe quoi, voilà, il faut toujours que tu grimpes. Allez, viens, c'est terminé maintenant. » L'enfant pleure, on lui dit « Ah, mais tu as un sale caractère, etc. etc. » Donc c'est l'enfer. Et là, dans ce cas, il n'y a pas de maturation du COF. On ne lui explique pas à l'enfant, donc voilà. Troisième situation, un petit peu la même. Là, les parents en fait disent « Non, tu ne grimperas pas ». Mais ne lui expliquent pas pourquoi, ne lui donnent pas une autre option pour grimper. Et donc, ils lui disent non à l'enfant un peu fermement. Et puis après, alors l'enfant pleure, donc ils se sentent coupables. Alors il dit « Ah non, pardon, excuse-moi ». Donc ils le prennent dans les bras. Puis après « Oh, t'es trop insupportable finalement. Non, tiens, je te laisse tomber ». Et donc, à ce moment-là, l'enfant, c'est encore pire. Donc, Siegel a décrit ce comportement-là. Et donc, il dit que l'enfant, à ce moment-là, va développer des sautes d'humeur et a vraiment un problème de lien. Il n'a plus confiance. Et donc, ça n'aide pas du tout le COF. Vous voyez, c'est très, comment je pourrais dire, très anarchique, en fait. Du coup, ça n'aide pas. Et des gens qui ont vécu ça,
à l'âge adulte sont des personnes ambivalentes dans leurs décisions et dans leurs désirs. Ils oscillent entre un besoin d'affection et la peur de se faire avoir. Vous voyez, ils ont vécu des choses comme ça, donc ils sont très ambivalents. Et c'est pas clair dans leur tête. Donc, pour développer le COF, c'est important de contenir physiquement et psychologiquement un enfant, mais aussi n'importe quel adulte, n'importe quelle personne qui vit une situation difficile émotionnellement. Donc, j'ai répertorié plusieurs choses. Donc, un contact physique bienveillant, vous voyez, prendre dans les bras ou simplement, enfin voilà, bienveillant. Une voix réconfortante, sourire, un vrai, pas celui que je vous ai montré tout à l'heure. Une respiration profonde et si possible une synchronisation de la respiration. Une attention portée aux sensations corporelles. Un accompagnement pour verbaliser les émotions. Donc quand on est adulte, ça peut être aussi aider la personne à verbaliser l'écriture, vous voyez, des choses comme ça. Un verre d'eau, ça peut être bien aussi. Quelques pas dans la nature, si c'est possible. Respirer, une musique douce. Et rire aussi. Et puis j'ai rajouté regarder un chat ou caresser un chat. Parce que ça peut être vraiment apaisant, regarder un Bouddha, des choses comme ça. Donc ça aide le COF. Vous voyez, ça stimule le COF. Et du coup, le COF, il a des connexions avec l'amygdale. En fait, ça crée des connexions, comment je peux dire, des connexions d'apaisement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui sont sécrétées, qui vont entourer l'amygdale et qui vont faire en sorte que l'amygdale se calme. Donc c'est super important. Donc en conclusion de cette partie, je dirais que l'affection qu'on porte à une personne, à un enfant, mais à une personne en général, elle est nécessaire mais pas suffisante. L'enfant a besoin, mais nous adultes aussi, on a besoin de personnes qui nous montrent le chemin. Même quand on est adulte, des fois on ne sait pas. Et on a besoin d'amitié, on a besoin d'un entourage qui nous montre le chemin, de personnes qui sont capables d'une présence empathique, qui sont chaleureuses, qui sont cohérentes dans leur comportement et qui est reflété par des mots et des actions, voilà, tout ça cohérent. Et donc, quand un petit enfant est bouleversé, le consoler, ça a toujours un effet bénéfique sur le COF. Voilà, et puis, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Ça fait déjà... ça va? Alors ensuite, je voulais vous parler du deuxième cerveau qui est ici, là. Alors, ce qu'on appelle le système nerveux entérique, il est aussi étendu, alors qu'un terrain de foot, ça vous saviez, hein, la peau de l'intestin, vous saviez ça? Quand on l'étale, c'est gros comme un terrain de foot. C'est dingue. Non, mais c'est dingue. Ouais, on a tout ça à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, les chercheurs ont montré que la complexité chimique de l'intestin est similaire à celle du cerveau. C'est aussi complexe. Pour les Chinois, le cerveau, c'est même pas un organe, je crois. Ils disent que c'est vraiment dans l'intestin. Et on a trouvé des neurones dans l'intestin. Donc il y a des neurones dans l'intestin, il y en a dans le cœur d'ailleurs. Et il y en a dans le cerveau, du moins on l'espère. Non, si on dit. Et donc, les signaux en provenance de l'intestin vont dans certaines zones du cerveau et entre autres, directement dans le système limbique. Alors ça c'est intéressant parce que les chercheurs ont montré que, vous voyez, le cerveau est quand même assez isolé du reste du corps. Vous voyez, il est loin des pieds, par exemple. Le système digestif, et notamment les intestins, il est pile au milieu. Donc il fait une espèce de petite synthèse, et grâce au nerf vague, qui est, en fait, qui prend, vous voyez, qui est là, qui longe l'ésophage, qui est là, et qui arrive derrière le diaphragme, et qui est là derrière, il comprend tout un tas d'informations, et il fait la navette entre le cerveau et les intestins, et il renseigne le cerveau sur ce qui se passe.
Ouais, et j'ai pas mes lunettes. J'avais noté que, oui, quand il y a un prix Nobel en 1921, Otto Loos, je ne sais pas comment on prononce, qui dit que quand on stimule le nerf vague, ça diminue le rythme cardiaque et ça diminue l'état dépressif. Et effectivement, la respiration, le fait de respirer, calme de toute façon, et c'est en lien avec toute cette zone-là. Il y a alors des recherches récentes sur la théorie polyvagale, mais c'est un peu complexe, donc peut-être ça fera l'objet d'une autre conférence, mais en tout cas, le nerf vague, c'est important. Oui, et je vous ai dit tout à l'heure, en cas d'urgence émotionnelle, vous voyez, le cerveau ici, il se bloque. Ben, l'intestin aussi, il se bloque. Et en fait, on a tous vécu des choses comme ça, où quand on avait trop d'émotions, on dit « Ah non, ben là, j'ai pas faim. Là, je peux rien avaler. » Ou alors, et d'ailleurs, il y a des personnes qui font des ulcères, qui ont des maux au foie, et en général, le gastro-entérologue, il dit « Bah, il n'y a rien, on voit rien. » Bah oui, en fait, nous, on a une médecine très spécialisée par organe, et pas du tout, la logique n'est pas du tout systémique, alors qu'en fait, tout ça c'est lié. Mais en général, alors si le gastro maintenant, il admet que c'est en lien avec les émotions, mais il n'a pas de solution. Il dit, bah, c'est en lien avec les émotions. Donc il faut vous calmer. Bon. Et donc, dans un premier temps, quand on a mal à l'intestin, vous voyez, quand on a une émotion forte, on va se bloquer. Et si ça continue, si le stress continue, à ce moment-là, on va avoir des coliques, on va avoir au contraire de la constipation, on va retenir. Il y a plein de choses qui se passent en lien. Par exemple, il y a des enfants, c'est Alice Miller qui le décrit dans certains livres, dans un livre en particulier, dont j'ai oublié le nom, mais elle décrit des situations avec des petits-enfants qui sont très constipés et qui sont en danger de mort. Et en fait, les petits-enfants, à chaque fois, elles racontent leur histoire, c'est en lien avec des secrets de famille ou des choses qui ne sont pas dites. Et l'enfant a appris à retenir, à contenir, à ne pas... il a peur d'évacuer. C'est vraiment très intéressant. Il y a tout un langage symbolique avec le corps, mais aussi un vrai langage, enfin une réalité, quoi. Et alors, j'étais intéressée par une naturopathe qui parlait de la digestion, et donc j'ai fait le rapprochement avec la colère, donc vous allez me dire si ça vous parle. Elle disait, elle parlait des problèmes de digestion, et elle disait, tout ce qui n'est pas digéré fabrique de l'acidité. Donc essayez de le mettre au niveau de la colère, au niveau des émotions, tout ce qui n'est pas digéré génère de l'acidité. Quand on nous donne des conseils qu'on n'a pas demandés, ça fabrique de la colère, à chaque instant. Et surtout, si on ne dit pas « stop », si on laisse les gens nous donner des conseils qu'on n'a pas demandés, si on est gentille fille, gentil garçon. Et elle disait, quand on nettoie le ventre, le blabla mental disparaît instantanément. Donc je ne sais pas si ici, il y en a qui ont déjà fait des jeûnes ou qui ont déjà travaillé sur leur alimentation. Mais donc moi, c'est pour ça que dans ma pratique de psychologue, maintenant, je m'associe à des personnes, à des naturopathes. Cet été, je vais faire un stage avec une acupunctrice qui fait des massages du ventre. On va parler des émotions parce que tout ça, c'est lié. L'alimentation, les massages, la respiration, le yoga, le corps, tout ça, c'est lié. Et l'expérimenter, j'allais dire, c'est l'adopter. C'est-à-dire que moi, je suis contre... on est bien obligé de commencer un bout d'étude, enfin, il faut commencer par un bout, mais en fait, tout ce qui est cloisonné, ça n'est pas notre réalité, en fait. La réalité, c'est que si vous voulez vous mettre moins en colère, pour ceux qui se mettent souvent en colère, si vous voulez vous mettre moins en colère, bah, c'est important de travailler aussi sur votre hygiène de vie, sur la respiration, sur les relations, dire les choses. Vous voyez, c'est pas juste comment je peux calmer ma colère, c'est
à un ensemble de choses. Je voulais aussi vous parler d'une petite expérience, moi, qui m'a interpellée. C'est une expérience que j'ai lue dans Le charme discret de l'intestin. Vous connaissez ce bouquin? Peut-être vous l'avez lu. Donc, ils ont fait une expérience sur 2 lignées de souris qui avaient des tempéraments différents. Je crois qu'il y avait une lignée qui était courageuse et audacieuse et une autre lignée qui était toute timorée. Et donc, chaque lignée de souris avait des bactéries intestinales spécifiques. Donc d'abord, ils ont mis des antibiotiques pour liquider toutes les bactéries. Et après, ils ont mis les bactéries de la lignée B, ils les ont injectées aux souris A. Et les bactéries des souris A, ils les ont injectées aux souris B. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, que les souris A avaient le tempérament des B et que les souris B avaient les tempéraments des A. Autrement dit, notre flore intestinale, nos bactéries, donc ce qu'on mange, et l'état de nos intestins, a une influence sur notre tempérament, sur notre façon de gérer notre humeur et nos émotions. C'est quand même super intéressant. Donc, vraiment, pour gérer la colère, les naturopathes disent il faut éviter l'alcool, il faut éviter la viande, il faut éviter les trucs acides, privilégier les légumes, manger lentement, ne pas se disputer pendant le repas. Enfin, vous voyez plein de choses comme ça, manger dans le calme, pas devant la télé. C'est pas des conseils idiots. Hein. Autre chose, la sérotonine, peut-être que vous connaissez, c'est une hormone qui donne de la joie. Eh ben, elle est fabriquée à 95% par l'intestin. Voilà, donc c'est aussi intéressant. Un intestin en bonne santé fabriquera plus facilement de la sérotonine qu'un intestin en mauvaise santé. Donc, tout ça pour vous dire que tout est lié, hein, le cerveau, les intestins, ce qu'on a appris, comment on a appris à gérer nos émotions. Je vous dis tout ça, donc je vous parle de l'importance de l'alimentation. Il y a aussi une importance de la psychothérapie. La psychothérapie, ça aide, c'est comme une kinésithérapie des nerfs, on va dire ça comme ça, et des réponses neuronales. C'est-à-dire que quand vous faites un travail thérapeutique, ça vous apprend à revisiter vos croyances et à avoir d'autres types de réponses que celles que vous avez toujours eues dans votre famille. Et moi, j'entends, bien sûr, pas les personnes qui viennent me voir, mais des personnes parfois que je rencontre qui disent « Non, mais moi, j'irai pas voir un psy. Hein. » Non. Je dis « Mais pourquoi ?»« Oh, parce que ça sert à rien, parce que je suis fort, hein, je vais m'en sortir tout seul. » Vous voyez, ça c'est, excusez-moi, hein, c'est idiot. C'est idiot parce que y a des traumas qui sont là. Parfois, simplement, le fait d'être écouté, contenu, ça permet de libérer des émotions et ça réharmonise, ça fluidifie les réponses, en fait. Les réponses adaptatives qu'on a vis-à-vis de situations. Donc, il faut trouver une personne avec qui vous vous sentez bien et puis, théoriquement, cette personne vous accueille tel que vous êtes. Et pour beaucoup de personnes, c'est souvent la première fois qu'elles sont accueillies comme ça. Donc, pour conclure cette partie-là, je dirais que, alors je vous ai dit tout à l'heure, la voix contenante, etc. Je rajoute les douches froides. Ça peut être bien, mais enfin c'est un peu dur, hein, surtout en hiver. Le yoga. La pratique de la méditation, prendre des probiotiques pour réguler les intestins, prendre une nourriture riche en minéraux, enfin bref, il y a plein d'options. Hein. Voilà, alors j'avais encore une petite partie sur les relations, mais je vais peut-être, on peut peut-être garder ça pour une autre fois, parce que ça va être encore un peu long. Ce que je voulais vous dire, c'était... Finalement, au niveau des relations, ce que je voulais surtout vous dire, c'était développer votre flexibilité, c'est-à-dire arrêter de faire toujours les mêmes réponses, vous voyez, c'est-à-dire genre on vous agresse, vous réagissez. Essayez de trouver, petit exercice, imaginez une agression, on vous dit « de toute façon t'es bête ». 5 façons de répondre, entraînez-vous. Et puis,
quand vous aurez trouvé les 5, moi j'avais ma superviseuse qui me disait 15, Isabelle, 15 façons de répondre. Je vais vous dire que ça fait travailler sa flexibilité, mais c'est très intéressant parce que du coup ça fait ouvrir à différents mondes. Et de toute façon, la clé, c'est la flexibilité. La clé, c'est l'adaptation. C'est comment je m'adapte et comment je joue, en fait, je danse avec l'autre dans la communication, quelle qu'elle soit. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, en conclusion de tout ça, alors, non, je vais, parce qu'il y a une posture de yoga que je voudrais vous faire faire, mais ça je vais le faire à la fin. Donc ce qui est important, c'est d'accueillir ses émotions et non pas les rejeter. Pratiquer la méditation, pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire que moi des fois j'entends des personnes qui disent « Oh là là, j'en suis encore là, je suis encore énervée là, ça m'énerve d'être énervée », alors en plus ils s'en rajoutent le coup. Eh bien, c'est comme ça maintenant. C'est pas grave, c'est important. Si vous vous voyez encore pas parfait, pas tel que vous aimeriez être, encore vulnérable à certains endroits, respirez et accueillez. C'est comme ça maintenant. Et c'est pas grave. Moi, des fois, c'est pareil. Hein, je me dis, oh là là, je suis encore. Et puis non, je me dis, non, voilà, c'est comme ça maintenant. Le comportement que j'ai là tout de suite ne me définit pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, j'ai une saute d'humeur, je m'énerve, ça ne veut pas dire que je suis comme ça. Ça veut dire que là, maintenant, c'est comme ça, donc comment je peux le calmer? Et des fois, je ne me calme pas. C'est comme ça maintenant, c'est OK. Peut-être que j'ai besoin de me reposer, peut-être que je suis un peu fatiguée. Vous voyez, essayez plutôt de voir quel est le besoin qu'il y a derrière, plutôt que de vous accuser. Respirez, et puis je voulais vous parler du sexe aussi quand même, parce que les bonobos, ils ont une super façon de régler les conflits, vous savez ça? Les bonobos, ce sont des singes très sympathiques. Non mais c'est vrai, ce sont des singes. Et chez les bonobos, le sexe tient une place importante. Et donc, quand dans le groupe, il y en a 2 qui sont en conflit, il y en a 2 autres qui arrivent et paf. Je veux dire que c'est vrai. Et ça règle les conflits. Mais c'est comme ça qu'il faut. Eh bien, bon, je ne dis pas que nous, on doit faire pareil, mais ne pas sous-estimer, vous voyez, ce genre d'activité. Et puis, je vais vous lire, j'hésite entre la posture de yoga. Vous êtes prêts pour la posture ou on la fait après? On la fait après. Je vais vous lire un petit poème de Rumi. Vous connaissez Rumi? Rumi, c'est un poète soufi du IIe siècle. Ah, je ne vais pas vous lire le poème de Rumi parce que je l'ai. Ça s'appelle La maison d'hôte. L'être humain est un lieu d'accueil. Chaque matin, un nouvel arrivant. Une joie, une déprime, une bassesse, une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueillez-les, divertis-les tous, même s'il s'agit d'une foule de regrets, qui d'un seul coup balayent ta maison et la vide de tous ses biens. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect. Peut-être te prépare-t-il à de nouveaux ravissements. Les noires pensées, la honte, la malveillance, va à leur rencontre sur le pas de la porte en riant et invite-les à rentrer. Sois reconnaissant envers celui qui arrive, quel qu'il soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au-delà. Voilà, donc ça c'est vraiment s'accueillir soi. On fait la posture? Allez, donc vous vous levez.
Donc c'est une posture, donc il y a la posture du lion au yoga. Je ne vais pas me mettre sur la... Tout le monde me voit à peu près? Moi je ne vais pas monter sur la table. Hein. Si, vous voulez que je monte? Bon, ça, vous me voyez quand même, ça va? Bon, c'est pas très compliqué. Donc, voilà. Donc vous avez les pieds écartés plus que la largeur des hanches. C'est une posture qui se fait d'habitude à quatre pattes, mais nous on va la faire comme ça. Donc vous écartez plus de la largeur des hanches. Vous avez les jambes tendues. Vous respirez et vous essayez de sentir, voilà, vous sentez votre ancrage dans le sol. Voilà, vous accueillez. Et donc, la posture, c'est celle-là. Vous inspirez. Et vous mettez les mains comme ça. Ouais, donc, avancez-vous hein, pour ne pas donner des coups de coude. Donc, je vais vous la montrer. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Donc, voilà, vous êtes comme ça. Donc, vous inspirez. Et là, vous allez simultanément tirer la langue, regarder le troisième œil, pousser un cri et fléchir les jambes. Donc ça fait comme ça. D'accord? 5 fois. Ça, c'est la posture de Kali. Kali, c'est la déesse de la destruction et de la renaissance. Donc, destruction, renaissance. D'accord? On fait 5 fois, vous êtes prêts? Allez. Allez-y à fond. Comme ça. Voilà, fermez les yeux, accueillez. Voilà, sentez l'énergie dans le corps. Sentez l'énergie, vos pieds dans le sol. Accueillez, respirez amplement. Voilà, jusqu'au bout des doigts, sentez l'énergie. Voilà, il y en a qui baillent. Voilà, ouvrez les yeux. Ouais, il y en a que ça fait bailler. Ça fait du bien. Donc ça, c'est le mouvement de Kali. Dès que... Ah, alors... Si, bah, en fait, où tu veux. Alors, si vous êtes dans un endroit public, vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous marchez, en fait, respirez amplement. Accueillez la colère. Vous l'accueillez et vous dites, ok, je sens ma colère partout, dans mes épaules, dans mes bras, je la sens, jusqu'à mes pieds, je la sens. Voilà, vous accueillez, vous respirez amplement. Et puis, quand vous expirez, vous laissez la colère s'échapper par les doigts et dans la terre. Vous ramenez dans la terre. Et vous pouvez marcher comme ça. Moi, je le fais des fois quand je suis énervée. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, pour des trucs. Et là, vous pouvez le faire dans la rue, dans un lieu public. Ça se voit. Comment? Ah, tu veux gesticuler? Bah, alors, je vais vous faire gesticuler tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez gesticuler. On fera un truc juste après vos questions. On terminera par une petite gesticulade. Ça fait du bien, absolument. Quand vous êtes en colère, si c'est possible, bougez. Bougez, bougez, bougez. Ouais. D'autres questions? Ça va? Moi j'ai une autre question. Oui? Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais d'où est-ce que vous êtes allé chercher tous ces trucs? Ah, comment ça, tous ces trucs? Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Alors en effet, je pense comme vous, parce que terminer en faisant des grimaces, je trouve ça parfaitement ridicule et du coup je suis extrêmement surpris. Excusez-moi, mais je suis un petit peu surprise de quoi vous avez besoin là, monsieur? Vous avez une question parce que j'ai effectivement commencé la conférence en disant la colère, c'est une émotion, on ne sait pas trop si elle est positive ou négative, mais en tout cas c'est une émotion et en tant qu'émotion saine, c'est une émotion à accueillir qui nous guide dans nos comportements à adopter. Mais c'est quand elle est toxique qu'elle est malsaine.
Écoutez, moi, j'ai rien compris. Donc, Ah, d'accord. D'accord. je n'irai pas voir de psy. Hein. Par contre, si vous voulez des conseils, je peux éventuellement vous en donner. D'accord. Ah oui, je veux bien. De quoi, par exemple? Déjà, au niveau de votre tenue. Oui, Là, c'est-à-dire? il faudrait peut-être venir avec une tenue un petit peu plus professionnelle, puis informatique. C'est pas l'informatique, les paperboards, c'est dépassé, enfin, je sais pas, avec un PowerPoint, on y voit quelque chose. On y voit quelque chose. Enfin, on est quand même dans une grande ville, on n'est pas à la campagne. D'accord. Excusez-moi, vous jouez un jeu de rôle? Non, je sais pas. On joue à un jeu de rôle. Regardez-moi, regardez. Je vous pose la question parce que vous pourriez peut-être faire ce jeu pour mettre quelqu'un en situation d'énervement ou de colère. Je vous pose juste la question. Alors, du coup, moi j'ai une question. Est-ce que, voilà, Non, moi, c'est ma question. du coup, ce que je vous invite à, enfin, moi, je suis assez surprise. Un jeu de rôle pour essayer de mettre quelqu'un en colère. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous fermer les yeux ou pas, mais en tout cas essayer de sentir ce qui se passe en vous là. Est-ce que vous êtes énervé? J'ai entendu quelques réactions. Vous êtes un peu énervé contre monsieur? Moi, pas du tout. Surprise. Un peu surprise, non, ouais. moi, pas du tout. Moi, je m'intéresse parce que j'ai cru qu'il avait un côté de théâtre et que peut-être c'était son but de susciter une colère. Bon, alors. Bon, c'est mon grand ami Benjamin. Benjamin qui fait des stages où j'interviens comme prof de yoga, il fait sur la détox émotionnelle. Et Donc, j'ai une profonde admiration et un profond respect pour le travail d'Isabelle. Effectivement, c'était dit au téléphone cet après-midi qu'on pourrait faire une petite. Comme un petit pas mal. déclencheur. Démasqué. Et j'ai été démasqué. Il a été démasqué. Ce qui me fait dire que peut-être